Nobel ou poubelle? Le podcast écolo-littéraire qui t'aide à désherber ta bibliothèque. Salut Jeanne! Salut Lorlou! Et bonjour à nos 3 auditeurs qui se battent en duel quelque part en France. Coucou maman! Alors, au sommaire de cette émission numéro je ne sais plus combien, mais quand même 7. ça avance. Oh, 7 déjà! Ouais. Eh bien, nous allons vous parler d'un roman d'Adrien Klent, Paresse pour tous, sorti aux éditions du Tripode. Un roman que j'ai eu le plaisir de découvrir en assistant à une rencontre organisée par Lucille de la librairie La Suite, dont tu m'avais déjà parlé, en me disant « T'es une fille, tu bois du thé, tu lis des livres et tu ne connais pas la librairie La Suite !» Quoi? Oui. Moi je t'ai dit ça? Tu m'as dit ça, mot pour mot. J'ai réparé donc cette honte et je me suis rendue à une rencontre organisée, non pas à la librairie La Suite, mais au théâtre Montansier à Versailles, où j'ai pu donc écouter cet auteur, Adrien Klent, que je ne connaissais pas du tout. Mais je n'en dis pas plus et je te laisse faire une mini présentation de ta lecture avant de passer à notre fameux débat, Nobel ou poubelle. Très bien, merci. 3 mots. Ouijigo, Estelle, Faye. Un roman fantastique, point d'interrogation, publié chez Albin Michel Imaginaire. Un roman qui gagne, je pense, le Nobel de la couverture la plus moche de l'année. Je n'avais donc pas du tout envie de le lire. Et j'ai été obligée parce que je suis jury d'un prix pour lequel il a été sélectionné. Et pour l'instant, c'est mon méga coup de cœur. Comme quoi, don't judge a book by the cover. Exactement. Eh bien, c'est parti. Donc, Paresse pour tous d'Adrien Klent. Alors, Adrien Klent, c'est un pseudonyme. On ne connaît pas le vrai nom de cet auteur. Mystère. Serait-il un homme politique? Serait-il un écrivain sous couverture? Je ne sais pas. Mais tu l'as rencontré? Oui, et je ne connais pas son vrai nom. Mais il a bien précisé qu'il s'agissait d'un pseudonyme. Voilà. D'accord. Apparemment, ce n'est pas son seul pseudonyme, puisqu'il écrit différents ouvrages de différents genres, sous différents pseudonymes. Ouais, il fait son intéressant, quoi. Je pense. Donc, Paresse pour tous, quel est ce titre? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, Paresse pour tous fait référence à, je pense, l'essai inaugural de toute la réflexion sur la décroissance et la sobriété volontaire, qui est le droit à la paresse de Paul Lafargue. Paul Lafargue étant le gendre de Karl Marx, qui prônait non pas le droit au travail que revendiquaient les ouvriers à son époque, fin du 19e, mais le droit à la paresse. Parce qu'il disait, mais ils sont fous ces ouvriers en fait. Ils veulent travailler, ils veulent ne plus être au chômage, mais ils ne devraient pas demander ça, en fait. Ils devraient demander le droit à la paresse. Voilà. D'accord. Et donc voilà. Donc, Paul Lafargue, Karl Marx, Paresse pour tous, sobriété volontaire. Bref, l'idée pour Lafargue est qu'avec l'industrialisation, les machines, l'homme va forcément avoir moins de travail. Donc, il n'y aura pas de travail, il n'y aura pas assez de travail pour tout le monde pour continuer sur notre même lancée. Il va donc falloir le partager et travailler au maximum 3 heures par jour. Donc ça, c'est l'idée de Paul Lafargue. C'est une sorte de pamphlet, en fait, le droit à la paresse. D'accord. C'est très, très drôle, très mordant, de très mauvaise foi. Et c'est génial. Et le parti pris de Adrien Klent, donc, c'est de prendre cet essai un peu au pied de la lettre, en faisant dans son roman son personnage principal d'un économiste qui a le prix Nobel d'économie et qui se met en tête que oui, ce modèle-là est désirable pour notre société. Et donc, il écrit un gros pavé. Bon, là, on reconnaît un petit peu Thomas Piketty comme modèle, etc. Voilà, donc, il écrit un gros pavé qui a un succès fou sur le droit à la paresse qui pourrait nous servir de modèle social. Et son entourage le persuade de se présenter aux élections présidentielles. Voilà. D'accord. Ce qui est assez amusant, c'est que l'auteur, lors de la rencontre, avait bien précisé qu'il a écrit ça, en fait. Il a eu cette idée un petit peu avant le confinement.
Et lui, pour le coup, il s'est ensuite mis vraiment la rate au courbouillon pour accélérer l'écriture et que ça sorte pile avant les vraies présidentielles, quoi. Pour surfer un petit peu sur cette vague-là. Et apparemment, c'est un beau succès en librairie. Ça se vend beaucoup via le bouche à oreille, pas tellement via la presse parce que il a eu peu de papier. Il a eu un papier dans Libération qui était élogieux, mais pas tellement de communication. Et je pense que le Tripod, je connaissais pas du tout cette maison d'édition. À mon avis, c'est plutôt une petite maison. Et voilà. Donc déjà un beau succès. Donc j'étais curieuse de tout ça parce que déjà quand on me parle de Paul Lafargue, je dis ouh, j'aime. Et en plus il citait comme influence GB qui a fait une bande dessinée qui s'appelle Lance 01, dont le slogan est voilà, on arrête tout, on réfléchit et c'est pas triste. Donc on arrête vraiment de travailler, on arrête la société telle qu'elle est et on essaie d'inventer un autre modèle social. Et comme tu le sais, et ça nous renvoie à notre premier épisode de Nouvelles Poubelles, l'utopie pour moi c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Donc je me suis dit, je vais aller découvrir ce roman. Alors, eh bien, j'en ressors avec une impression mitigée. Mais alors, attends, time out. Ça parle de quoi concrètement? Concrètement, donc le Émilien Long, qui est le personnage principal et prix Nobel d'économie, on le persuade de se présenter aux élections présidentielles pour défendre ce modèle-là d'une société où on travaillerait vraiment que 3 heures par jour. Et c'est le récit de sa campagne présidentielle. D'accord. Avec des questions sur le fonctionnement de cette campagne, comment faire justement pour ne pas dépasser les 3 heures de travail par jour alors qu'on fait campagne. Bon, c'est un peu compliqué. Comment faire pour appliquer les principes écologiques qu'on défend aussi. Donc il se retrouve à faire des meetings qui rallient en vélo. Donc il essaie vraiment de rester cohérent dans sa démarche. Et bon, il y a pas mal de choses qui sont assez intéressantes aussi parce que une des premières questions qui se pose à lui d'ailleurs, c'est dans le domaine de la culture, comment on fait, parce que concrètement les intermittents, si tu leur dis de travailler 3 heures par jour, j'en connais un qui pourrait te dire quelle bonne blague, mais c'est bien mal connaître le monde de la culture. Donc voilà. Bon, à cette question-là, d'ailleurs, l'auteur ne répond pas tellement. Je pense que là, ça fait partie des impasses. Et dans l'enseignement, parce qu'on sait tous que M. Sarkozy a dit qu'on ne travaillait que 18 heures par semaine. Pour les agrégés, 15 heures par semaine, 3 heures par jour. On y est. Voilà, donc évidemment, alors que chez Paul Lafargue c'était vraiment une provocation, là le fait de le prendre au sérieux, ça amène aussi pas mal de problèmes. Ceci dit, l'auteur s'appuie sur tout un tas de références et une bibliographie très complète à la fin du roman, qui fait qu'on se prend à rêver que quelque chose de cet ordre serait possible. Évidemment, peut-être pas de travailler que 3 heures par jour. Et surtout, je dirais autre chose. Chez Paul Lafargue, on travaille 3 heures par jour et le reste du temps, on bombanse et on fait l'amour. C'était son programme. Chez Adrien Klent, non, attention, une fois que tu as fini de travailler, c'est là que quand même, tu dois t'investir pour la communauté. C'est un peu... Voilà, il y a une forme de donnant-donnant. C'était ma question. Qu'est-ce qu'il entend par travail ? Voilà, donc ça, à mon avis, ça mériterait aussi d'être défini de manière plus précise. Ceci dit, lui, il aura beau jeu de dire c'est un roman, hein, donc il n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout de sa construction, même si il s'appuie sur des références pour montrer que c'est possible, etc. Je pense que l'idée est plutôt d'évoquer un autre modèle social sans forcément s'attaquer vraiment à sa définition pragmatique dans les moindres détails. Voilà. Ceci étant dit, moi, il y a plusieurs choses qui me gênent un petit peu. D'abord, au niveau de l'écriture, je trouve pas que ce soit sensationnel. C'est assez classique, je dirais, assez symptomatique d'une écriture qu'on retrouve chez pas mal d'auteurs, avec des petites phrases courtes pour créer une espèce de suspense ou ça, je peux pas dire que j'en sois tellement cliente. Il y a vraiment aucun effet de style. Hein. Ça va pas chercher très loin. Les personnages, on sent qu'il a essayé d'élaborer une galerie de personnages avec vraiment l'entourage du candidat, des gens venus d'horizons très très divers. Ils ont quand même pas énormément de présence. Ils sont pas tellement caractérisés. Celui qui
à la limite, a le plus d'épaisseur, mais vraiment, entre guillemets, hein, c'est un personnage qui s'appelle Suleiman et qui est un diplomate, ancien diplomate, poète, voilà, qui fait des envolées lyriques, etc. Mais même ça, bon, je trouve qu'on aurait pu aller un petit peu plus loin. Le deuxième problème, à mon sens, c'est que même pour moi, qui suis quand même assez séduite par ces projets de société alternative, sobriété heureuse, etc., quand on lit ce roman, ça donne pas très envie. Parce que, bon, alors, ok, le modèle proposé, pour moi, il me semble aller dans un sens plutôt favorable, mais il n'y a aucune place pour la diversité, aucune place pour des avis divergents. On a l'impression qu'en gros, une fois qu'on aura fait nos 3 heures de travail, on aura le droit de faire du vélo et puis, je sais pas, de construire un barrage en commun. Ça donne pas... Il n'y a pas tellement de loisirs envisagés ou d'œuvres envisagées. C'est une société assez triste finalement, je trouve. En fait, tu aurais le travail ton travail, ton emploi, et après tu travaillerais pour la cité, en gros. Bah, ça fait un petit peu ça, mais ouais. Est-ce qu'il mentionne tout ce qui est travail invisible des femmes Eh ben non. Ben non. Ça, c'est un gros trou quand même. C'est ça, voilà. Donc pour moi, il manque quand même pas mal de choses. Et je dois dire que ça ne fait pas très très envie parce que voilà, ça s'adresse principalement quand même pour moi un peu à des bobos citadins quoi, qui pourront prendre leur vélo pour aller faire leurs courses chez La Vie Claire ou je ne sais pas quelle enseigne, mais bon, si t'habites dans... Sponsorisez-nous. Si t'habites dans un trou paumé dans la campagne, je suis désolée, tu peux pas tout faire à vélo non plus. Non, toi, tu fais beaucoup de choses à vélo. Mais je n'habite pas non plus au fin fond de la campagne perdue. Voilà. Petite déception. Bon, est-ce qu'il faut aller jusqu'à le mettre à la poubelle ? Je ne serais peut-être pas aussi sévère. Pour moi, ce livre a au moins le mérite d'exister et de prendre au sérieux des théories qui sont la plupart du temps écartées comme vraiment totalement farfelues. Néanmoins, je trouve ça assez simpliste. Et puis même dans le parcours d'ailleurs du candidat à la présidentielle, puisque... il lui arrive jamais rien de mal en quelque sorte. Alors si, il y a une de ses conseillères qui tombe très malade, mais on lui oppose à peu près aucun argument valable. Celle qui a le plus de chances contre lui, c'est une nana, on dirait ministre du gouvernement Macron, quoi, si on essaye de soulever un petit peu les masques, mais elle n'est absolument pas convaincante, elle est ultra caricaturale, donc on a vraiment du mal à croire que la politique puisse être comme ça un chemin semé de roses. Surtout pour un projet aussi peu consensuel. Hein. C'est ça. Voilà. Ça me fait penser, c'est pour ça que j'étais en train de googler, à un roman pour jeunes adultes de Vincent Villeminot qui s'appelle Nous sommes l'étincelle. Je ne sais pas si tu en avais entendu parler. Pas du tout. C'est un peu la même idée de jeunes qui à un moment sont là, stop, on fait sécession de la société, on va dans la forêt. Leur société alternative proposée ne donne pas non plus du tout envie. D'ailleurs, c'est un petit peu le propos de l'histoire de « Ah ouais, mais en fait, dans la forêt, il fait froid. Dans la forêt, il n'y a rien à manger. » C'est ça. Mais je pense que tous ces modèles de société alternative, ils vraiment peuvent peut-être fonctionner, mais seulement à une échelle extrêmement réduite. Moi, je me souviens avoir vraiment pris conscience de ça en lisant L'Ascension du haut mal de David B., qui est une autobiographie en bande dessinée fabuleuse, où il parle de tous les traitements qu'ont essayé de suivre ses parents à destination de son frère épileptique. Ils étaient vraiment dans la détresse absolue, donc ils se retrouvent à essayer même vraiment de suivre les conseils d'un gourou, ils se retrouvent dans des sectes, etc. Et à chaque fois, le mécanisme est le même, c'est-à-dire le pouvoir tel qu'il est, ça ne nous va pas, on va s'éloigner de la société, et puis immédiatement, on retrouve des mécanismes qu'on avait voulu fuir, et je pense que c'est réellement ça. Hein. Chaque utopie porte aussi sa part de dystopie dans ses principes mêmes et dans ses fondements mêmes. Et autant il y a des expériences individuelles qui, je pense, peuvent vraiment fonctionner. Et j'avais lu un livre qui s'appelait Éloge de la sobriété volontaire, je crois, ou heureuse,
qui était magnifique, sur un mec qui construisait sa maison avec des bottes de paille et de boue. Et c'était ultra convaincant, mais c'était sa démarche personnelle et il n'essayait pas forcément d'y associer tout le monde. Autant quand on essaie de faire ces sessions pour s'organiser différemment, à mon avis, assez vite, on perd quand même la créativité individuelle et le sentiment de liberté, quoi, tout simplement. Bah oui, parce que là, 3 heures par jour, si après tu es obligé de faire du vélo, moi je viens pas dans ta nouvelle société, hein, excuse-moi, mais je veux bien marcher, mais je veux pas faire de vélo. Mais tu pourrais marcher, tu pourrais faire pas mal de choses. Mais je pense que vraiment un des défauts du livre, c'est d'être axé davantage sur comment faire pour convaincre les gens que ce sera bien et pas en quoi ça pourrait être bien. Donc c'est Poubellito. 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 Désolé Adrien Klent, quel que soit ton vrai nom. Bisous quand même. Bah écoute, ouais, non mais ça me donne pas trop envie de le lire, je suis désolée. Je pense pas que... Est-ce que, ouais, côté utopie politique, ça pourrait être intéressant. C'est un peu une uchronie, en fait, dans un sens. Non, pas une uchronie, parce qu'on part vraiment du principe que ça pourrait arriver, ça pourrait être là maintenant. D'ailleurs, il l'a écrit au moment, juste avant les élections présidentielles. Et je pense que dans sa tête, il s'est vraiment dit, je vais donner une dynamique pour peut-être faire en sorte que ce thème arrive dans l'élection présidentielle. Et ça, pour le coup, je trouve que c'est chouette, parce que c'est vrai qu'on n'entend jamais ce discours disant on travaille trop. On travaille pas assez, ça on l'entend tout le temps. Viens à Notre-Dame-des-Landes, tu vas l'entendre ce discours. Il y a des gens qui vivent dans des arbres. Mais je suis sûre qu'ils seraient convaincus par ce roman. Mais j'ai beaucoup d'affection pour les gens de Notre-Dame-des-Landes et du respect, et de l'estime et de l'admiration. Mais en tout cas, le roman tel qu'il est conçu, voilà, ne me convainc pas. D'accord. Ok, bah écoute, merci. Ouijigo, Estelle Faye. Est-ce que c'est un roman historique teinté de fantastique? Est-ce que c'est de la fantaisie 100%? On ne saura qu'à la fin. Un grand écart géographique entre la Bretagne et le Canada. Et un grand écart temporel entre la Révolution et le milieu du 18e, donc dans l'autre sens, si on veut être chronologique. Ça va parler des Acadiens. Excuse-moi, c'était pas très clair. Alors, on a donc un jeune révolutionnaire qui va chercher, ça c'est le récit cadre, qui va chercher un noble en Bretagne qui est réfugié dans un phare pour l'amener en fait à être jugé, puisque le dit noble aide les royalistes. Mais en même temps, il est cool. Il aide les pauvres. Il est noble, pauvre, mais il a pas vraiment... il est dans le mauvais camp, mais c'est alors qu'il fait le bien autour de lui. Justinien de Salers. Et donc le jeune, il y va, mais il a froid, il n'a pas vraiment envie d'y aller, il n'est pas breton, ça le fait suer. Justinien l'accueille dans son phare, une nuit de tempête. Phare breton, au pruneau. Il lui dit, je te laisserai m'emmener, à condition que tu écoutes mon histoire. Tintin. Alors ça, j'aime pas trop, mais là, ça se prête bien, on a des allers-retours, donc entre l'interaction entre les deux, et entre le récit de pourquoi Justinien est-il défiguré, pourquoi a-t-il été en exil au Canada, pourquoi est-il revenu, que s'est-il passé là-bas, dans les terres sauvages, où a-t-il rencontré ou non le Ouijigo. Le dit Justinien, il est couard, il est sale, ils ont les lèvres gercées, ils ont froid, voilà, il est alcoolique. Et donc, il se retrouve comme ça au Canada, sans le sou, à devoir de l'argent et à devoir donc partir chercher un vague disparu. Tout le monde sait très bien qu'on ne le retrouvera jamais, mais il faut que vis-à-vis de la couronne, on justifie du fait de l'avoir cherché. Donc, il part dans cette expédition avec plein d'autres gens. Le bateau fait naufrage. On a donc un huis clos à ciel ouvert dans la forêt sur une île. Ils doivent traverser cette île pour aller chercher de l'aide, aller chercher on ne sait pas quoi. Et un peu en mode Deep Neck d'Agatha Christie, ils vont être éliminés un par un. Donc pour moi, c'était pas du tout un livre pour moi parce que c'est historique et c'est policier. Mais en fait, j'ai adoré. 100% Nobel, une écriture magnifique. Estelle Faye, elle écrit de la fantaisie surtout. Elle vient du milieu du théâtre et du cinéma. Elle a des descriptions hyper visuelles. J'aime pas non plus les descriptions, mais j'aime les descriptions d'Estelle Faye. Ils sont crados, ils ont les dents pourries.
C'est vraiment pas de la fantaisie épique, fantaisie à la Tolkien. Non, là ils ont les chicots pourris, ils ont rien à manger. Voilà, quand ils se font blesser, les plaies sont pleines de pus. Deux questions. Oui. Est-ce qu'elle a un rapport avec Gaël Faye ? Aucun rapport, non. Estelle Faye, j'ai lu un seul de ses autres romans pour enfants qui était aussi très bien. Et deuxième question, est-ce que ça devient une fantaisie à un moment donné ? Ou on ne le dira pas pour ne pas gâcher on a l'idée d'un voyage purificateur, puisqu'il va combattre, enfin, il va essayer de... Je ne sais pas si on peut guérir de l'alcoolisme. Et on a plein de références. En fait, c'est fantaisie et c'est pas fantaisie, parce qu'en fait, c'est plus du réel merveilleux, du réalisme magique, t'appelles ça comme tu veux, parce qu'on a toutes les croyances des diverses personnes de l'expédition. On a une native des Premières Nations, je ne sais plus exactement, canadienne. On a un breton qui ramène l'encou. On a un gars de je ne sais plus où qui nous ramène la vuivre du Jura, tiens, j'ai noté. Donc une sorte de serpent, de dragon. Il y a une petite fille qui est sorcière. Donc il y a toute l'histoire des femmes, des procès contre les sorcières par les puritains à cette époque-là en Amérique. Donc il y a plein de croyances de différentes cultures qui sont mélangées dans cette expédition et qui ressortent et qui cohabitent. Et le Ouijigo. Et le Ouijigo, c'est quoi ? Et c'est ça la grande question. Et c'est magnifique. Est-ce que c'est quelqu'un que l'on risque de devenir ? Est-ce que c'est quelque chose qui nous ronge de l'intérieur lorsqu'on est poussé à bout à force de faim, de solitude et de désespoir ? Est-ce que c'est un monstre qui existe réellement, qui nous suit ? Est-ce qu'il est en nous ? Est-ce que voilà, il y a cette idée de qui est le monstre, où est le monstre ? On ne sait jamais s'ils sont poursuivis, si c'est l'un d'entre eux, si c'est à l'intérieur de quelqu'un. Ou la somme de toutes leurs croyances. Donc il y a deux choses. Voilà, il y a le fait que le surnaturel est partout parce que ça fait partie de leurs croyances. Il y a pas mal de références à l'Ankou notamment, donc ça m'a fait plaisir. Q les Bignou. Et mais aussi une réflexion sur c'est quoi le mal. Est-ce que qui peut devenir le Ouijigo ? Voilà. Ah oui, on a aussi des belles références à la ville 10, magnifique. 10. Tu sais, une ville YS, la ville enfouie au large de la Bretagne, avec l'idée que quand tu es appelé, quand tu es agrippé et apporté donc sous l'eau, il y a un petit côté Atlantis bien sûr, dans cette ville où la fête ne s'arrête jamais. En fait, les marins sont noyés, mais ne sont pas vraiment morts, puisqu'ils sont dans cette ville. Ils font la fête, mais ils en oublient leur vie. Et quand ils sont rejetés sur la plage, en fait, il s'est passé peut-être 1 an en Bretagne, mais ici, il s'en est passé une centaine d'années. En fait, ils n'ont pas vu le temps passer parce qu'ils étaient envoûtés. C'est une magnifique légende. Je n'en avais jamais entendu parler. France Inculture, bonjour. Non, mais ça a été fait en BD d'ailleurs. Une belle BD qui était un petit peu classique. Voilà. J'ai adoré, vraiment l'écriture est magnifique, il y a un vrai style. Je ne m'attendais pas à aimer autant, parce que j'avoue, j'ai un peu des préjugés sur la fantaisie contemporaine française. Et en fait, plus j'en lis et plus je trouve qu'on a des auteurs extraordinaires qui ne sont pas connus et c'est injuste. Ils ne vendent pas parce que c'est de la fantaisie en France, tout le monde trouve que c'est pour enfants. Donc voilà, alors le petit bémol, c'est très structuré comme je te disais, il y a un récit cadre, il y a des allers-retours, bon... Il y a un petit suspense. Justinien est-il vraiment Justinien ? La raison de leur regroupement, c'est un petit peu trop... tu vois, on a bien tout explicité à la fin, tout est noué, on sait bien qui que quoi. Ça aurait gagné à être plus ouvert et plus mystérieux. Je pense qu'on aurait pu s'arrêter plus tôt. Moi, j'aime bien les fins ouvertes. Mais alors, vraiment, 100% Nobel. Magnifique, ça donne envie. Tu le vends bien, en tout cas. Magnifique, un très bon livre. Je l'ai conseillé à tout le monde, personne ne l'a emprunté. Mais peut-être aurons-nous plus de succès. Bah écoute, merci. Mais merci à toi Jeanne pour ce beau conseil que je m'empresserai de suivre dès que ma pile de livres à lire aura un petit peu diminué. À bientôt pour un nouvel épisode de Nobel. Ou Poubelle. Est-ce qu'on se fait un France Inculture d'ici la fin de l'année ou... Partons là-dessus. J'ai beaucoup de poésie encore à lire. Moi j'ai beaucoup d'inculture. Ok. C'est parti. C'est un défi. Et bah Murakami du coup. Allez. Très bien. Ok. Japon Inculture d'ici le mois de juin, c'est promis. Allez, ça marche. À bientôt. Bisous.